Pensez-y une seconde. Des fruits exotiques en plein hiver, nos smartphones qui viennent de l'autre bout du monde. Tout ça, c'est grâce au commerce mondial. On nous a toujours dit que c'était un système où tout le monde y gagne. Un vrai gagnant-gagnant. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Parce que pour beaucoup, cette belle histoire cache quelque chose de beaucoup plus sombre, une sorte de vol à l'échelle planétaire. Alors voilà la question qu'on va se poser. Ce commerce mondial, est-ce un échange juste, équitable, ou est-ce que c'est du vol purement et simplement? C'est vraiment le cœur du problème qu'on va essayer de démêler ensemble. C'est vrai que d'un côté, c'est assez incroyable. En un clic, le monde entier est littéralement à notre porte. Le marché mondial nous a transformés en rois en quelque sorte. On a accès à des produits, des luxes, qui, il n'y a pas si longtemps, étaient réservés à une toute petite élite. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Mais ok, il n'y a pas que notre petit confort. L'impact est bien plus profond. Regardez ce chiffre, 1,35 milliard. C'est le nombre de personnes que le commerce mondial aurait aidé à sortir de l'extrême pauvreté. C'est juste colossal. Et c'est sans doute l'argument le plus fort, le plus percutant en faveur de ce système. Et pour bien voir cette transformation, regardons un peu en arrière. À la fin du 19e siècle, les 2/3 de l'humanité vivaient dans une misère noire. Aujourd'hui, moins de 10%. Et en même temps, la classe moyenne mondiale a littéralement explosé. Elle est passée de presque rien à près de 40% de la population. C'est une révolution, et elle a été portée par deux choses, l'industrialisation bien sûr, et le libre-échange. Bon, pour vraiment comprendre d'où viennent les tensions d'aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière, aux idées qui ont tout façonné. En gros, il y a deux grandes visions du commerce qui s'affrontent depuis des siècles. La première, c'est le mercantilisme. Pensez à Colbert sous Louis XIV. L'idée est super simple. On produit chez nous, on taxe à mort tout ce qui vient d'ailleurs, et le but ultime, c'est d'accumuler de l'or et de l'argent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'or, c'est ce qui paie les armées. Le commerce, c'est une guerre économique, une bataille où il faut être le plus riche pour être le plus fort. Et puis, tout d'un coup, en 1776, arrive un Écossais, un certain Adam Smith, et il met un grand coup de pied dans la fourmilière. Il dit « Attendez, la vraie richesse, ce n'est pas un tas d'or qui dort dans un coffre. C'est ce que les gens sont capables de produire. » Son idée, qui est révolutionnaire, c'est que si chaque pays se spécialise là où il est le meilleur, eh bien, tout le monde en profite. C'est un jeu gagnant-gagnant. Voilà, on voit bien la différence fondamentale ici. D'un côté, le mercantilisme. Le gâteau est de taille fixe, et le but, c'est de piquer la part du voisin. De l'autre, le libre-échange. L'idée, c'est de travailler ensemble pour faire un gâteau beaucoup plus grand, pour que tout le monde ait une plus grosse part. Bon, cette belle idée de coopération, de tout le monde est content, c'est la théorie. Dans la pratique, l'histoire a été, disons, un peu moins rose. On va voir que ce libre-échange a parfois été imposé de manière pas très libre du tout. L'exemple le plus frappant, c'est sans doute les guerres de l'opium. L'histoire est simple. Les Britanniques sont accros au thé chinois. Problème, la Chine, elle, ne veut rien acheter aux Britanniques. Résultat, déficit commercial. La solution, pour le moins créative, de l'Angleterre, produire de l'opium en masse en Inde et forcer les Chinois à l'acheter. Évidemment, la Chine dit non et brûle les stocks. Et là, l'Angleterre déclare la guerre au nom, je vous le donne en mille, du libre-échange. Au final, la Chine perd et se retrouve forcée d'ouvrir son marché à l'opium et à tout le reste. On pourrait se dire, ok, mais ça c'est le vieil empire britannique. Les États-Unis par exemple, nés d'une révolte contre les taxes et les monopoles, ils ont sûrement fait les choses différemment, non? Eh bien, l'histoire est un peu plus tordue que ça. On a cette image des États-Unis en grand défenseur du libre-échange. La réalité, regardez ces chiffres. Pendant toute la période où ils construisaient leur puissance industrielle, ils se sont protégés avec des droits de douane monstrueux, qui montaient jusqu'à 50%. C'était du protectionnisme pur et dur. La doctrine était claire, le libre-échange c'est bon pour vous, mais nous, on a fait le contraire pour devenir riches. Allez, autre exemple, autre endroit. Cette fois, on va en Amérique centrale pour une histoire qui tourne autour d'un fruit tout simple, qu'on connaît tous, la banane. Et on va voir qu'elle n'a rien d'inoffensif. On est au Costa Rica. Une grosse boîte américaine, la United Fruit Company, arrive pour exporter des bananes. Pour ça, elle construit des chemins de fer. Sympa, non? Sauf qu'en très peu de temps, elle a fini par tout contrôler. Les meilleures terres, les ports, les communications et même les gouvernements. Les locaux l'appelaient El Pulpo, la pieuvre. Et l'image est parfaite, ses tentacules étaient partout. C'était devenu un État à l'intérieur de l'État, qui ne payait aucun impôt et dictait ses propres lois. Et si un gouvernement local avait le malheur de vouloir changer les règles, de lever un impôt, la réponse était immédiate, l'armée américaine débarquait. C'est la fameuse diplomatie de la canonnière. Regardez cette chronologie. Entre 1898 et 1934, plus de 30 interventions militaires américaines en Amérique centrale, juste pour protéger les intérêts des entreprises comme la pieuvre. Le libre-échange, oui, mais avec des fusils pour s'assurer que tout le monde est d'accord.
Ok, après le chaos de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde se dit plus jamais ça. On a compris que le protectionnisme agressif et les guerres commerciales, ça menait tout droit à la catastrophe. Une nouvelle idée émerge alors. Et si un commerce bien organisé avec des règles claires était la clé pour garantir la paix? Et c'est de là que sont nées les grandes institutions qu'on connaît aujourd'hui. D'abord le GATT, et puis son successeur, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La philosophie derrière tout ça, c'est le néolibéralisme. L'idée, c'est que le marché, si on le laisse tranquille, va s'équilibrer tout seul, grâce à une sorte de main invisible. Et au final, tout le monde sera plus riche. C'est la grande promesse. Mais est-ce que les choses ont si radicalement changé? Retournons au Costa Rica des décennies plus tard. Dans les années 90, le pays est endetté et pour attirer des entreprises comme Intel, ils mettent en place des zones franches, le principe d'énormes avantages fiscaux. Ça ne rappelle rien? C'est un peu comme les vieilles enclaves de la United Fruit. Les bananes ont été remplacées par des puces électroniques, mais le modèle de l'enclave économique, déconnecté du reste du pays, est toujours là. La question se pose, le fond a-t-il vraiment changé? Et ce genre de déséquilibre, on le retrouve encore aujourd'hui partout. Prenez les subventions agricoles massives en Europe. Comment un petit agriculteur africain peut-il rivaliser? C'est impossible. Ou encore, ces fameux accords de libre-échange que les pays riches font signer à des pays plus petits, souvent étranglés par la dette. Devinez qui ces accords favorisent le plus souvent. Alors, au final, quelle est la grande leçon de toute cette histoire? C'est que le commerce, en fait, n'a jamais été juste une question d'économie. Ça a toujours été une histoire de pouvoir, de géopolitique. Oui, le commerce mondial a créé énormément de richesses, c'est indéniable. Mais la belle promesse néolibérale, celle qui disait que cette richesse allait couler et se répartir toute seule, de manière juste et automatique, ça n'a pas marché, c'est un échec. La vraie question à se poser, c'est toujours la même. Qui, au bout du compte, profite vraiment de tout ça? Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'on brandit souvent Adam Smith comme le prophète du laisser-faire total. Mais si on le lit vraiment, il n'a jamais dit ça. Il ne voulait pas d'une jungle sans foi ni loi. Il parlait d'un échange équitable. C'est le mot-clé, équitable, un détail qu'on a tendance à oublier un peu vite. Et c'est précisément pour ça qu'on a besoin de règles, d'un arbitre mondial. Parce que sans une institution comme l'OMC, même imparfaite, on retourne à la loi du plus fort. C'est le retour de la diplomatie de la canonnière, où les plus gros imposent leurs conditions aux plus petits. Et il ne faut jamais l'oublier, l'histoire nous l'a montré maintes et maintes fois. Une guerre commerciale, c'est souvent la première étape avant une vraie guerre, avec de vraies armes. Aujourd'hui, on voit que chaque pays a tendance à se replier sur soi, à jouer sa propre carte. Alors, la grande question, qui reste entière, c'est celle-ci. Dans ce monde où les intérêts nationaux s'affrontent, comment fait-on pour construire un jeu qui soit vraiment équitable? Un commerce qui ne soit pas juste libre, mais qui soit surtout juste, tout simplement.